En 1885, un roi européen obtint la propriété personnelle d'un territoire 80 fois plus grand que son pays, avec des dizaines de millions d'habitants. Il y a une photographie, prise au Congo vers 1900. On y voit un homme, un père, assis par terre. Devant lui, sur le sol, deux petites choses. La main droite de sa fille et son pied, coupé, parce qu'il n'avait pas ramassé assez de caoutchouc pour atteindre son quota hebdomadaire. Cette photographie existe. Elle fut prise par des missionnaires britanniques. Elle fit le tour du monde au début du XXe siècle. Et le roi qui ordonna ce système, le roi qui s'enrichit personnellement sur ces mutilations, mourut dans son lit en 1909, décoré et respecté. Son nom orne encore des rues, des statues, des places publiques en Belgique aujourd'hui. Son nom, Léopold II, roi des Belges, propriétaire personnel du Congo. Léopold II naît en 1835. Il devient roi des Belges en 1865. Un royaume prospère, mais modeste, sans empire colonial, sans territoire d'outre-mer. Et cela ronge Léopold. Dès le début de son règne, il est obsédé par une idée fixe. La Belgique doit avoir une colonie. Pas pour civiliser, pas pour évangéliser, même si ces arguments seront utilisés publiquement, pour s'enrichir. Léopold est un homme d'une intelligence froide et d'une hypocrisie remarquable. Il comprend que l'opinion publique européenne ne tolérera pas une conquête coloniale brutale présentée comme telle. Alors il crée un masque. En 1876, il organise à Bruxelles une conférence géographique internationale. Il invite des explorateurs, des scientifiques, des philanthropes. Il présente son projet africain comme une mission humanitaire, une croisade contre l'esclavage arabe en Afrique centrale, une œuvre de civilisation et de progrès. Il crée l'Association internationale du Congo, présentée comme une organisation philanthropique internationale. En réalité, c'est une entreprise privée. Le monde applaudit. En 1885, lors de la conférence de Berlin, où les puissances européennes se partagent l'Afrique comme un gâteau, Léopold obtient la reconnaissance internationale de son droit personnel sur le Congo, un territoire de 2,3 millions de kilomètres carrés, 80 fois la taille de la Belgique, avec des dizaines de millions d'habitants, attribués à un seul homme, pas à la Belgique, à Léopold II en tant que personne privée. L'État indépendant du Congo était sa propriété personnelle, comme une maison, comme un champ, et il allait l'exploiter comme tel. Le Congo regorge de caoutchouc. Dans les années 1890, la révolution industrielle crée une demande mondiale explosive pour le caoutchouc, pour les vélos, les automobiles, les équipements industriels. Les forêts congolaises sont couvertes de lianes à caoutchouc, une fortune immense. Pour extraire ce caoutchouc, Léopold met en place un système simple. Chaque village congolais reçoit un quota hebdomadaire de caoutchouc à livrer. Pas une suggestion, un quota obligatoire. Et pour s'assurer que les quotas sont respectés, il crée la force publique, une milice armée commandée par des officiers belges, composée de soldats africains, recrutés de force, chargés de faire respecter les quotas village par village. Voici comment le système fonctionnait. Les soldats de la force publique arrivaient dans un village. Ils prenaient des femmes et des enfants en otage. Les hommes avaient une semaine pour livrer leur quota de caoutchouc. S'ils échouaient, les femmes étaient tuées ou mutilées. Les villages étaient brûlés. Les hommes étaient battus, mutilés, exécutés. Et pour prouver aux officiers belges que les munitions n'avaient même pas été gaspillées ou revendues, chaque soldat devait rapporter la preuve de chaque balle tirée. Cette preuve, une main droite coupée. Les soldats commencèrent à constituer des paniers de mains, une main coupée par balle tirée. Quand les soldats manquaient de munitions, mais devaient tout de même démontrer leur autorité, ils coupaient des mains sur des vivants, des hommes, des femmes, des enfants.
La photographie dont je vous parlais en introduction, ce père face aux mains et pieds de sa fille, n'était pas une exception. C'était le fonctionnement normal du système. Combien de personnes moururent sous le régime de Léopold II au Congo? C'est une question à laquelle les historiens peinent encore à répondre avec précision. Précisément parce que Léopold fit détruire la majorité de ses archives avant de céder le Congo à la Belgique en 1908. Adam Hochschild, auteur du livre de référence Les fantômes du roi Léopold, estime que la population du Congo passa de 20 à 10 millions de personnes entre 1880 et 1920. 10 millions de personnes disparues. D'autres historiens proposent des chiffres différents, mais tous s'accordent sur l'ampleur catastrophique de la dépopulation. Ces morts ne vinrent pas que des mutilations et des exécutions directes. Le système de terreur provoqua des famines, les hommes étant forcés de passer leur temps à chercher du caoutchouc plutôt qu'à cultiver. Il provoqua des épidémies des populations déplacées, affaiblies, entassées sans soins médicaux. Il provoqua des effondrements démographiques par la fuite des villages entiers qui s'enfuyaient dans la forêt, mourant d'épuisement et de faim. Léopold II s'enrichit personnellement de façon colossale. Les historiens estiment qu'il tira du Congo l'équivalent d'1 milliard de dollars actuels, peut-être plus. Il utilisa cet argent pour construire des palais en Belgique, des jardins botaniques, des arcs de triomphe, des monuments à sa propre gloire. La beauté de Bruxelles, ses grandes avenues, ses bâtiments néoclassiques, fut en partie financée par le sang congolais. Le monde ne savait pas, ou plutôt certains savaient, et choisirent de ne pas regarder. Mais des hommes et des femmes refusèrent le silence. Edmund Morel était un jeune employé d'une compagnie maritime britannique qui gérait le trafic entre Anvers et le Congo. En observant les cargaisons, il remarqua quelque chose de troublant. Les bateaux qui allaient au Congo transportèrent des armes et des munitions. Les bateaux qui revenaient transportaient du caoutchouc et de l'ivoire. Jamais de marchandises commerciales, jamais de biens d'échange. Morel comprit. Si les Congolais ne recevaient rien en échange du caoutchouc qu'ils livraient, c'est qu'ils ne le livraient pas volontairement. C'était du travail forcé, de l'esclavage. Il quitta son emploi, fonda un journal et commença à publier. À la même époque, un consul britannique nommé Roger Casement fut envoyé au Congo pour enquêter sur les rumeurs d'atrocités. Ce qu'il vit le horrifia. Son rapport, le rapport Casement, publié en 1904, décrivit avec précision le système des quotas, les mutilations, les prises d'otages, les villages brûlés, avec des noms, des dates, des témoignages directs. Morel et Casement fondèrent ensemble l'Association pour la réforme du Congo, le premier grand mouvement international de défense des droits humains de l'histoire moderne. Ils mobilisèrent des écrivains, des intellectuels, des politiciens. Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, écrivit un livre entier sur les crimes du Congo. Mark Twain publia un pamphlet cinglant intitulé « Le soliloque du roi Léopold », une satire dévastatrice où Léopold justifie lui-même ses crimes avec la logique froide d'un comptable. La pression internationale devint impossible à ignorer. En 1908, sous la contrainte du Parlement belge et de l'opinion internationale, Léopold II fut contraint de céder le Congo à l'État belge. Il avait résisté aussi longtemps qu'il put. Sa dernière action avant de céder, faire brûler ses archives, des tonnes de documents, les preuves de 20 ans de crimes. Je leur livrerai mon Congo, dit-il selon certains témoignages. Mais ils n'auront pas le droit de savoir ce que j'y ai fait. Léopold II mourut le 17 décembre 1909, à 74 ans, dans son lit, entouré de ses proches. Il ne fut jamais jugé, il ne présenta jamais d'excuses, il ne reconnut jamais publiquement les crimes commis en son nom. À ses funérailles, la foule belge le siffla dans les rues de Bruxelles. Une partie du peuple belge savait, mais les institutions, elles, maintinrent sa réputation de bâtisseur, de roi visionnaire, de grand monarque. Le Congo passa sous administration belge en 1908. Les mutilations systématiques cessèrent. Mais le travail forcé continua, sous d'autres formes, avec d'autres noms, jusqu'à l'indépendance du Congo en 1960. Et l'indépendance elle-même
fut sabotée. Patrice Lumumba, premier ministre démocratiquement élu du Congo, fut assassiné en 1961 avec la complicité documentée de la CIA américaine et des services belges. L'histoire du Congo n'est pas une histoire qui se termine en 1908. Elle continue encore. Et comprendre Léopold II, c'est comprendre les racines d'une instabilité qui dure depuis plus d'un siècle. Pendant des décennies, les crimes de Léopold II furent absents des manuels scolaires belges. L'histoire officielle retenait le roi bâtisseur, les grandes avenues, les jardins, les monuments. Ce n'est qu'en 2020, après le mouvement Black Lives Matter et les manifestations mondiales qui suivirent la mort de George Floyd, que la Belgique commença vraiment à affronter son passé colonial. Des statues de Léopold II furent vandalisées, puis retirées de l'espace public dans plusieurs villes belges. Le roi Philippe de Belgique exprima en 2020 ses plus profonds regrets pour les souffrances infligées au Congo sans prononcer le mot « excuse ». La République démocratique du Congo demande depuis des années des réparations officielles à la Belgique. À ce jour, aucune réparation financière n'a été versée. Certains historiens et juristes argumentent que les crimes de Léopold II correspondent à la définition juridique du génocide. La destruction intentionnelle, en tout ou en partie, d'un groupe national ou ethnique. D'autres préfèrent le terme de crime contre l'humanité. Le débat sémantique ne change pas les faits. 10 millions de personnes, disparues en 40 ans, sous le regard d'une Europe qui savait. L'histoire de Léopold II au Congo nous enseigne plusieurs choses que l'histoire officielle préfère ne pas dire trop fort. Première leçon, les monstres ne portent pas de masque. Léopold II n'était pas un fou furieux, pas un déséquilibré. C'était un homme intelligent, cultivé, respecté par ses pairs européens. Un roi constitutionnel d'un pays démocratique. Il agit au grand jour, avec la bénédiction des grandes puissances mondiales, obtenue lors d'une conférence internationale à Berlin. Les crimes ne furent pas commis malgré le système. Ils furent commis grâce au système. Deuxième leçon, la résistance est possible. Edmund Morel était un simple employé de bureau. Roger Casemont était un fonctionnaire colonial. Il n'avait même pas d'armée, pas de pouvoir politique, juste des documents, des témoignages et la volonté de dire la vérité. Et ils changèrent le cours de l'histoire. Le mouvement qu'ils créèrent, l'Association pour la réforme du Congo, fut le précurseur direct d'Amnesty International, de Human Rights Watch, de toutes les grandes organisations de défense des droits humains du XXe siècle. La mémoire des victimes congolaises est aussi l'origine de tout ce qu'on appelle aujourd'hui les droits de l'homme. Troisième leçon, la plus inconfortable. L'histoire de Léopold II n'est pas une anomalie. C'est le fonctionnement normal du colonialisme, poussé à son extrême logique par un homme sans scrupules. Ce qui rendit Léopold unique, ce n'est pas ce qu'il fit. C'est qu'il le fit à titre personnel, de façon si flagrante et si documentée qu'il fut impossible de l'ignorer. Léopold II, roi des Belges, propriétaire du Congo, architecte d'un système qui tua des millions de personnes pour financer des palais et des jardins, jamais jugé, jamais condamné, mort dans son lit, quelque part au Congo, dans des villages dont les noms n'ont jamais été écrits dans aucun livre d'histoire. Des hommes, des femmes, des enfants vécurent et moururent dans une horreur que le monde mit des décennies à reconnaître. Leurs noms ne sont pas gravés sur des monuments. Personne n'a érigé de statue en leur honneur. Mais ils existèrent, et ils méritent d'être sus. C'est pour ça que Chronos Noir existe. Pas pour choquer, pas pour diviser, pour que la mémoire survive là où la justice n'a pas pu aller. Ce que l'histoire officielle tait, nous le disons. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. Le passé n'a pas dit son dernier mot.